Donc, le transport aérien français. Donc, bon, pour la situation, je pense que tout le monde est au courant que la situation est extrêmement dégradée à l'heure actuelle pour l'aviation civile française. Il y aurait quand même un distinguo à faire entre ce qui se passe sur le domestique, sur les dom-toms et l'international. Bah, pour des raisons simples déjà, d'une part, c'est que l'international, on ne maîtrise pas l'ouverture et la fermeture des frontières, donc ça limite très très fortement les trafics possibles entre les pays. Les dom-toms, comme on est sur du France-France, qui ont quand même correctement résisté par rapport à la crise, même si, bon, selon les endroits, ça reste fermé. J'y viendrai plus tard. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie est totalement isolée du monde, quand pour aller, par exemple, aux Antilles, ça reste relativement facile. Et puis, sur le court courrier, comme on est sur du France-France, hors confinement, c'était possible de pouvoir voyager, mais sur des taux de remplissage quand même extrêmement réduits. Alors, forcément, donc, il y a des impacts sociaux assez lourds. Je dirais que de nombreux acteurs de l'industrie sont touchés. Donc, bon, forcément, il y a évidemment les compagnies aériennes, les constructeurs, les fournisseurs de constructeurs, les sous-traitants. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont impactés. Difficile de dire dans la chaîne de l'industrie du transport aérien actuel, ceux qui s'en sortent le mieux, je dirais quand même que l'aviation d'affaires, elle résiste pas mal parce que si vous avez vu les chiffres de trafic d'aviation d'affaires sur l'été 2020, fin d'été 2020, eh ben, c'est assez surprenant de voir qu'en fait, il n'y a pas une énorme différence de baisse de trafic entre les deux années. Alors, on a parlé de scénario de reprise en V, en U. Bon, là, a priori, on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'au final, on va faire un W dans le sens où au départ, il y a eu une grosse chute, une petite remontée entre les deux confinements, une rechute à l'heure actuelle et, espérons-le, une reprise à partir de l'année prochaine. Le fait que l'aviation d'affaires résiste, c'est quand même assez important pour nous, alumni, parce que ce n'est pas forcément le plus gros fournisseur d'emploi de l'industrie, mais il y a quand même des possibilités. Alors, pour s'en sortir, les acteurs du transport aérien, ils ont reçu des aides directes ou indirectes, pas tous, et sous conditions. Donc, les conditions pour le transport aérien français, vous les connaissez. C'est pas de vol si voyage en train à moins de 2h30, je crois, et des conditions d'investissement dans tout ce qui est écologie. Alors, aide directe ou indirecte, donc on a des prêts bancaires garantis par l'État, on a des prêts d'État, puis parfois, alors, le mot aide, en fait, il faut faire attention parce que des fois, on peut dire qu'un prêt est une aide ou un don d'argent est une aide, donc il faut faire gaffe au vocabulaire. Vous avez lu dans la presse probablement que l'État va probablement doubler sa participation alors, pour l'instant, c'est pas clair. Et la nuance est de taille au capital d'Air France ou au capital d'Air France KLM. Alors, la nuance est vraiment de taille. Cette recapitalisation, elle était quand même assez dans les tuyaux depuis pas mal de temps. La question, c'était de savoir à hauteur de combien, premièrement. Et deuxièmement, en tout cas pour le capital d'Air France KLM, bah, ce n'est pas super simple en fait, parce que vous avez d'un côté Air France et KLM, bien sûr, mais il y a aussi Delta Airlines, il y a aussi China Eastern. Il y a l'État français et l'État hollandais qui s'est invité il y a maintenant un an et demi, je crois. Voilà. Donc, pour l'instant, on partirait, je parle au conditionnel et je n'ai pas de scoop à vous donner en plus de la presse là-dessus, sur un doublement du capital. Mais en fait, derrière cette évolution du capital, il y a un truc super important. C'est qu'en fait, vous vous doutez bien qu'il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect droit de vote au conseil d'administration. À l'heure actuelle et dans les règles actuelles, un actionnaire qui est actionnaire depuis plus de 2 ans au capital, il a un droit de vote double. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'État il monte à hauteur de 29 ou 30% dans le nouveau capital de la nouvelle structure, là, ça veut dire que dans 2 ans, il aura ces 14% qui existent déjà et qui ont été déjà multipliés par 2, mais les nouveaux pourcents, ils seront, eux, dans 2 ans, multipliés par 2. Donc du coup, finalement, quelque part, que va faire l'État hollandais? Est-ce que les autres actionnaires vont suivre? Et là, ça va être très intéressant à suivre parce que du coup, de cette stratégie d'investissement ou de non-investissement, va découler pas mal de politiques de l'entreprise et de décisions. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'État hollandais a acheté un petit peu en catimini
il y a 1 an et demi, ça a été très très mal vécu par Bercy, par Bruno Le Maire notamment, Emmanuel Macron à qui on a téléphoné à la fin de l'opération pour lui dire bah voilà, bah nous les Hollandais on a pris 14% du capital, ça a été assez mal vécu côté français. Bon, donc cette évolution de capital, il faut voir à terme qui va suivre en fait, c'est un petit peu comme au poker quelque part, c'est là l'État français il met de l'argent sur la table. Comment va se comporter l'État hollandais? L'État hollandais, il faut quand même savoir qu'ils ont acheté leurs actions à 12 euros et les descendu à 3 quand même. Donc, ce n'est pas la meilleure opération financière du siècle pour eux. Donc, à voir, parce qu'après, il y a des aspects politiques et des aspects opinion publique, comment ça va réagir. Corsair, ils ont aussi été aidés. Ça s'est fait, je crois, en septembre ou en octobre. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de Corsair, c'est que j'ai envie de dire que cette aide, elle est tombée à pic. Parce que sans analyser les bilans financiers de chaque compagnie, Corsair faisait partie des compagnies qui brûlaient pas mal de cash par jour, et au bout d'un moment, le cash, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc cette aide, elle tombe à point nommé. Et puis dans les tuyaux, il y a Air Tahiti Nui qui, alors je parle au conditionnel, qui pourrait recevoir également une aide dans les semaines qui viennent. A contrario, le groupe Dubreuil, alors sauf erreur de ma part, je crois que c'est Marc Rocher, Air Caraïbes et French Bee. Alors eux, ils ont une stratégie un petit peu différente. Au contraire, Marc Rocher, pardon, il s'était ému dans la presse que bah voilà, distorsion de concurrence, que c'était pas loyal, etc., etc. Et du coup, ce faisant, est-ce que c'était la bonne stratégie? Parce que bah, du coup, ça les isole un petit peu du reste des compagnies dans un contexte très dégradé. Voilà, chacun en sera juge. Alors, à court terme, effectivement, là, l'hiver, ça va être compliqué pour tout le monde. Déjà, effectivement, bon, quand on va finir le confinement actuel, les réservations, pour l'instant, sont bonnes toutes compagnies françaises confondues à Noël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après Noël? Est-ce que ça va perdurer? Donc ça, pas sûr. Ensuite, à l'hiver et toujours à court terme, eh bien, les réserves de cash, elles s'épuisent. Alors, les chiffres qui ont pu circuler dans la presse sur les pertes journalières d'Air France, par exemple, je ne sais pas si c'était Air France ou Air France KLM, c'était à peu près 10, 15, 20 millions d'euros par jour. Et, donc voilà, les réserves de cash ne sont pas inépuisables. Et effectivement, là, les actionnaires, qu'ils soient publics ou privés, bah forcément, ils ont un rôle à jouer dans cette histoire. Quand je dis public ou privé, ça peut très bien être l'État et aussi les collectivités territoriales, les régions, dans les dom-toms notamment. C'est quelque chose d'assez important. L'égard des prix sur les départements d'outre-mer. Et oui, parce que là, si vous voulez partir aux Antilles ou à La Réunion, bah là, c'est parfait, allez-y. Pourquoi? Parce que il y a ce que beaucoup de personnes redoutaient, à savoir que quand il y avait un semblant de reprise, c'est souvent on dit, voilà, soit on essaye de récupérer la recette au maximum et vendre des billets à des tarifs chers, mais dans ce cas-là, on prend le risque d'avoir des coefficients de remplissage qui restent extrêmement faibles, ou au contraire, on dit, bon, bah, on casse les prix, et on prend le risque pour avoir des coefficients de remplissage pleins. Du coup, vous vous retrouvez sur les DOM avec des prix qui défient toute concurrence à alors je n'ai plus les chiffres exacts, des paris Antilles à 239, 249 euros, je crois environ, des paris Réunion, je crois, à 269 euros. Alors évidemment, il faut lire les conditions de vol, mais vous imaginez bien que pour un vol à La Réunion qui dure 10, 11h, 11h30, c'est vraiment 3 fois rien. Du coup, est-ce que cette guerre des prix, tout le monde va s'en relever? Là, je mets un petit point d'interrogation parce que soit c'est un pari et on dit les remplissages sont excellents, et à ce moment-là, oui, si vous avez des coefficients de remplissage à 100%, ben, vous pouvez éventuellement vous permettre d'avoir une recette unitaire moyenne, parce que tout le monde ne paye pas 249 euros, qui soit voilà, une recette totale qui puisse être correcte. Alors, je vais m'attarder un petit peu maintenant sur le moyen terme et un petit peu comment je vois la suite. Sur le moyen terme. Alors, le moyen terme, c'est difficile à définir puisque les prévisions de retour de trafic ont été finalement extrêmement variées, variables au fil du temps. Alors, au départ, c'était 2021, puis 2022, puis malheureusement, aujourd'hui, on est plus sur du 2023, 2024, 2025. Ça peut être variable selon les pays. J'y viendrai plus tard.
on risque d'avoir peut-être, alors là je parle peut-être plus au niveau international, une consolidation du secteur, à savoir des compagnies qui sont en difficulté. Bon, bah alors, hélas, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des actifs, hein, ce que j'appelle actifs, donc c'est des appareils, c'est des infrastructures, bon, bah, c'est des personnels. Qu'est-ce qu'on fait de ces actifs? Est-ce qu'il peut y avoir des opérations de réachat? Ben Smith, le patron d'Air France, KLM, au départ, il sentait fortement des possibilités de consolidation à l'issue de la crise. Là, le discours, il a peut-être un petit peu changé. Il a dit, bon, alors, on va d'abord essayer de survivre et puis après, on va voir si éventuellement on peut se consolider. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le fret, le variable d'ajustement. Pourquoi? Pendant que voir à la télé ou entendre à la radio les vols où il y avait les médicaments, les masques qui étaient envoyés par avion dans le monde entier. Alors, ça, pour moi, c'est un épiphénomène. Pourquoi? Parce que généralement, il y avait soit des avions tout fret qui étaient disponibles, ou alors vous aviez des avions passagers dans lesquels on mettait du fret à l'intérieur pour pouvoir transporter les marchandises. Et ça, pour moi, c'est un épiphénomène. Pourquoi? C'est comme si vous avez, par exemple, vous voulez faire un déménagement et vous avez un utilitaire et vous voulez mettre vos meubles. Alors, soit vous mettez vos meubles sur les sièges arrière, la banquette arrière et tout, et là, vous prenez énormément de temps et vraiment vous vous ennuyez et vous allez devoir faire beaucoup de voyages. Ou alors, vous avez un utilitaire où bah, il n'y a rien, il n'y a pas de siège ni rien. Donc là, du coup, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez même, entre guillemets, faire du Tetris, vraiment mettre tout, assembler tous les bagages, toutes les marchandises qui vont bien, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, cette histoire de fret, là, effectivement, j'ai entendu des voix qui sont en interne ou dans d'autres compagnies qui ont dit, vous voyez, finalement, que nous enseigne la crise, c'est que on a abandonné le fret en France dans les compagnies classiques, c'est une erreur, etc., etc. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile que ça. Pourquoi? Parce que là, actuellement, effectivement, il y a une demande de fret super importante. La recette unitaire au niveau du fret est très très intéressante, donc c'est une activité qui pour le moment est relativement rentable. Après, il ne faut pas non plus avoir la mémoire trop courte parce que avant la crise, le fret dans les compagnies aériennes dites classiques, ça se passait correctement, sans plus. Il y avait Lufthansa qui a bien tiré son épingle du jeu avec son activité cargo, je crois, entre 2016 et 2018, mais c'était aussi dû à des couvertures pétrole bien négociées, donc il faut aussi penser à ça. Je ne pense pas qu'on va arriver quand même à terme à retrouver des modèles fret avec des combis. Donc les avions combis, vous savez, ce sont des avions où il y a une partie passager, une partie fret. Je ne pense pas à retour de ça. Il y avait beaucoup de 747 qui étaient comme ça avant, mais je ne pense pas qu'on puisse arriver vers ce modèle-là. Pourquoi? Parce que c'est pas très flexible en fait. Si vous avez un avion qui est divisé en deux compartiments, vous ne pouvez pas trop changer les cabines, vous ne pouvez pas le changer toutes les 5 minutes. C'est assez délicat. Par contre, ce qui est intéressant avec les nouveaux avions, et ça d'ailleurs Corsair l'a parfaitement compris, c'est que certains avions, ils ont des soutes très intéressantes. Pourquoi? Parce que le fret, en fait, soit on va le mettre dans les avions tout fret, mais on peut également le mettre dit en vrac dans les avions passagers. Mais si vous achetez des avions qui ont des soutes qui sont de volume intéressant, du coup, vous pouvez mettre pas mal de fret à l'intérieur. Ça veut dire que vous pouvez compenser des coefficients de remplissage faibles pour les passagers en mettant du fret dans votre avion. Donc, c'est pour ça que je mets variable d'ajustement. Un autre point, c'est que les pouvoirs de négociation entre acteurs, ils vont changer. Pourquoi? Parce qu'à la sortie de cette crise, il va y avoir des acteurs qui vont sortir, alors, non, je ne vais pas dire plus fort, mais il y a des acteurs qui vont ressortir affaiblis et d'autres acteurs qui vont ressortir très affaiblis et qui vont devoir peut-être lutter pour leur survie tout simplement. Alors, je donne un exemple tout bête. Vous êtes une compagnie aérienne, vous avez une partie des avions qui vous appartient, qui est en propre, et vous avez une partie des avions que vous louez. En face, vous avez des loueurs, ce qu'on appelle les lessors en anglais. En fait, si les lessors, en fait, ils ont, je ne sais pas moi, ils ont uniquement une flotte d'avions à louer composée uniquement de Boeing 747, d'Airbus A380, d'Airbus A340, bon courage. Et c'est là le problème. Et c'est là où il y a des compagnies aériennes qui vont pouvoir peut-être avoir des coûts à jouer pour pouvoir récupérer les avions.
Pensez par exemple à la stratégie de Volotea. Volotea, ils ont commencé avec des Boeing 717 de mémoire. Et tout le monde s'est dit, mais pourquoi des Boeing 717? Parce que justement, peut-être qu'il y avait des coups intéressants à jouer chez les loueurs d'avions pour pouvoir avoir des avions à disposition qui étaient pas chers du tout. Voilà. Donc il y aura d'autres quand même jeux de négociation qui vont pouvoir évoluer entre les acteurs. Je pense également aussi au Global Distribution Systems pour tout ce qui est Amadeus, Sabre et tout ça. Eux aussi, ils sont très affaiblis par la crise. Déjà, leur modèle stratégique était un petit peu, comment dirais-je, ils réfléchissaient à un nouveau modèle stratégique par rapport aux nouvelles normes de distribution qu'on peut avoir, comme le New Distribution Capabilities, par exemple, le NDC. Eux, ils ne sont pas forcément très très bien. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se payer, si vous voulez, à la réservation. Vous réservez un billet, il y a, je ne sais pas moi, quelques euros qui vont pour Amadeus, pour Sabre, pour les GDS en général. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de réservation, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc du coup, là encore, peut-être qu'il va y avoir des axes de négociation entre les compagnies aériennes et les GDS. Il y en a plusieurs autres. Enfin, et moi, c'est le point qui, à titre personnel, m'inquiète un petit peu, c'est la notion de flexibilité. Parce que finalement, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette crise? Si vous êtes patron de compagnie aérienne, la volonté, évidemment, c'est que vous puissiez avoir une activité qui puisse se développer, se développer, se développer. Seulement, voilà, si vous avez une crise, vous avez deux types de compagnies aériennes. Il y a celles qui ont tous leurs métiers qui sont en interne, et il y a des compagnies aériennes où, au contraire, eux, ils disent non, non, mais alors nous, notre ground handling, c'est fait à l'extérieur. Je parle au niveau international là. Nous, les pilotes, on les met en auto-entrepreneur, que sais-je. Bref, l'enseignement que certains patrons de compagnies aériennes vont, à mon sens, avoir, c'est de se dire, bon, si je suis flexible dans mon volant d'activité, ça veut dire que demain, ce serait quand même mieux pour moi. Si demain, j'ai une nouvelle crise de ce même genre qui arrive, si j'ai mon ground handling qui est sous-traité, c'est pas mon problème. Demain, j'ai la moitié de mes volants en moins. Ground handling, c'est pas mon souci, c'est pas chez moi. Et ainsi de suite. Parce que si on part là-dessus, on peut aussi partir sur le personnel à l'enregistrement, enfin, pour le passage, à l'enregistrement et à l'embarquement. On peut partir sur toutes les fonctions, beaucoup de fonctions, pardon, de l'entreprise. Et moi, ce qui me fait souci d'un point de vue, on va dire, humain et social, c'est que d'un point de vue économique, s'il y a une flexibilité, une demande de flexibilité accrue, alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il pourrait y avoir, à mon sens, plus de fonctions de l'entreprise et des compagnies aériennes qui soient externalisées. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un truc qu'il faut faire attention. Et d'autant que, pour reprendre les ground handlers, par exemple, donc les gens qui traitent les touchés avions, les avions qui sont au sol et qui vont traiter, les marges sont déjà faibles. Les marges sont déjà faibles. C'est un métier qui n'est pas simple. Si en plus, effectivement, on leur met la pression que du jour au lendemain, on peut leur dire, voilà, il y a une nouvelle crise, on vous enlève 50% d'activité, c'est difficile. Les compagnies aériennes vont pouvoir peut-être mieux s'en tirer derrière, mais socialement, c'est pas terrible. Alors, les défis écologiques. Donc effectivement, en France, en tout cas, il va y avoir deux choses, à savoir les revues du réseau domestique et le projet Ecotax. Le projet Ecotax, donc, je pense que pour refaire un petit point, le projet Ecotax, il est issu des propositions de la Convention nationale citoyenne pour faire des propositions sur le climat. Concernant notre secteur, l'aviation, il y a eu des propositions sur l'aviation légère et il y a eu des propositions sur l'aviation commerciale. Bon. Alors, les dernières infos que j'avais ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était que le projet Ecotax, il était pour l'instant plus trop d'actualité. Visiblement, là, il y a une déclaration de la ministre, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui dit non, le projet Ecotax, en fait, il se fera. Il se fera peut-être plus tard, mais il se fera quand même. Alors, ça, effectivement, ça, par rapport à la compétitivité et par rapport à ce que les compagnies aériennes puissent gagner de l'argent, ça va compliquer sérieusement les choses. Et puis, concernant les autres compagnies aériennes, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, côté Air France KLM, je sais qu'on s'inscrit pas mal dans le projet Corsia, qui vise justement à réduire vraiment les émissions de CO2 avec des projets qui permettent
de pouvoir planter des arbres, enfin, qui ont été sélectionnés, qui ont été dit, voilà, si vous faites ce projet, alors à ce moment-là, vous réduisez l'empreinte carbone de temps, etc., etc. Donc, si vous voulez, en tout cas, côté Air France-KLM, pour les autres compagnies aériennes françaises, je ne le sais pas. Pour moi, quelque part, on jouait déjà pas mal le jeu. Ensuite, autre stratégie, investissement de flotte. Alors effectivement, vous avez vu que les quadri-réacteurs, ce n'est pas très tendance en ce moment. Donc tout ce qui est à 340, à 380, Boeing 747, on voit de moins en moins voler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'ils sont récupérés par des loueurs d'avions, peut-être qu'il y aura des coûts à jouer pour certaines compagnies. Mais bon, pour faire simple et de manière très grossière, j'ai envie de dire que pour moi, les 4 avions gagnants à moyen terme, c'est la 220, c'est la 350, c'est le Boeing 787 et peut-être plus tard les monocouloirs long courrier de type A321 XLR. J'ai l'impression que pas mal de compagnies ont envie de prendre plutôt cette voie-là, pas toutes, parce qu'il y en a d'autres qui quand même se concentrent un petit peu sur le 37, mais c'est quand même une tendance assez lourde. Simplement, quand vous voulez investir dans une flotte, il faut avoir soit dans le cadre d'une location, un petit peu de cash, mais si par contre vous voulez acheter, il faut de l'argent. Alors, de l'argent, il va venir d'où? Du capital et tout. Et ça, c'est une question assez épineuse parce que, sauf aide ou que sais-je, si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de capital, vous ne pouvez pas investir. Donc, c'est quelque part un serpent qui se mord la queue. La maîtrise de la donnée. Alors ça, c'est super important. Très, très important, et surtout pour les alumni, justement, parce que ça, c'est pour moi quelque chose qui va pouvoir générer de l'emploi et des intérêts dans les compagnies aériennes. Donc, la maîtrise de la donnée, c'est tout ce qui tourne autour du big data. Ça veut dire, imaginez des bases de données géantes, avec vraiment beaucoup de données qui vous arrivent de tout domaine. Elles peuvent venir de vos opérations aériennes, de vos opérations sol, etc. Et avec ces grands volumes de données, vous allez être capable de dire, voilà, alors, exemple pour les opérations aériennes. Pour une compagnie aérienne, si je fais des Paris-New York, par exemple, statistiquement parlant, s'il y a telle saison de l'année, avec telle météo, avec telle température, avec tel vent, alors ma meilleure route pour aller du point A au point B, c'est celle-là, parce que mon entrepôt de données, il me dit que statistiquement, c'est ça. Les données aussi, elles peuvent prédire un tas de choses, alors, notamment la maintenance prédictive, par exemple. Au lieu d'attendre qu'un avion soit en panne et qu'il soit immobilisé, ce qui coûte beaucoup d'argent à une compagnie aérienne, vous dites non, mais alors, grâce à mon modèle de données, je sais que statistiquement, là, sur mon A350, je vais avoir, je sais pas moi, je vais avoir un volet là qui va tomber en panne puisque ça fait tant de temps, telle pièce, etc., etc. Bref, des business, des use cases et des business models par rapport à ça, il y en a plein. Je pense faire un article sur LinkedIn prochainement sur le sujet si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous. Et là-dessus, clairement, il y a des opportunités, je pense, même en mode dégradé, que ce soit direct en compagnie aérienne et surtout dans les startups. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, à moyen terme, le produit vol économique de demain. Alors, ça, ce que je vais vous dire, c'était plus vrai dans l'ancien monde, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça sera encore vrai dans le nouveau monde. Pour le produit économique, la tendance qui pouvait se dégager, c'est de dire, voilà, on va faire vraiment des prix minimalistes, mais vraiment alors sans bagages, sans rien, sans repas, etc. Et partir un petit peu sur un concept de build your own trip, c'est-à-dire construisez vous-même votre voyage avec tout un panel de services, d'ancillary services, donc des services auxiliaires, et en fait, c'est vous qui construisez votre voyage. Alors, ça pouvait être vrai avant, est-ce que ce sera encore vrai demain? Pas sûr, mais je pense que plus d'une compagnie y pense. Enfin, le monocouloir long courrier, un game changer. Et oui, effectivement, alors ça, ce serait tout un webinaire à mettre en place à part entière sur le sujet. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va pouvoir, à mon sens, révolutionner l'industrie du transport aérien. Mais là, pour moi, on parle plus à horizon 3, 4, 5 ans et on parle plus, justement, il faut bien réfléchir au niveau des lignes et des programmes sur lesquels on utilisera cet avion. Alors, je ne vais pas faire un catalogue à l'après-vert, hein, ce n'est pas le but, mais je vais vous donner mon sentiment un petit peu sur quelques compagnies françaises, voir un petit peu
avec vous un petit peu, est-ce qu'il y en a qui sont plus en difficulté que d'autres ou qui vont plus se développer que d'autres. Alors, j'ai fait par ordre alphabétique. Je commence par Aerostral. Alors, Aerostral, pour moi, ils ne sont pas super bien en ce moment. Ils ne sont pas super bien en ce moment parce qu'ils sont très présents sur la ligne Paris-Réunion, comme vous vous en doutez. Là, avec l'arrivée de French Bee en concurrent sur la ligne, je crois qu'ils ont perdu 4 points de recette unitaire. C'est beaucoup. Ça veut dire que grosso modo, ils ont dû baisser les prix pour continuer à avoir des taux de remplissage corrects. Donc ça, c'est le premier problème qu'ils ont eu. Ensuite, ils avaient fait un deal avec Air Madagascar pour pouvoir travailler un petit peu plus sur la région avec eux. Le souci, c'est que ça ne s'est pas super bien passé. Puis en fait, je crois qu'en fait, il y a eu rupture du deal entre eux. Ensuite, au niveau de la gestion de la flotte. Alors, est-ce qu'ils ont fait les meilleurs calculs au monde? J'en suis pas sûr, parce qu'en fait, ils ont troqué les 777-200 contre des 787. Et il se trouve qu'en fait, les 787, déjà, ils ont eu des problèmes de technique dessus. Donc, ils ont dû immobiliser des avions. Commercialement, ça n'était pas bon. Ensuite, ils ont la problématique toujours de Mayotte, qui est un aéroport, si vous voulez, qui a une caractéristique, c'est que c'est une toute petite île, c'est une petite île à part. Je crois que ça s'appelle Petite Terre. Et le souci, c'est que la piste, elle est courte, en fait. Alors, du coup, quelque part, il y aurait un business sympa et intéressant à faire au départ de Mayotte pour faire du long courrier, mais statistiquement, là, il faut calculer au plus juste. Si certains d'entre vous sont pilotes privés, vous savez très bien que si vous avez une piste courte, quand vous décollez, il faut vraiment calculer chaque kilo. Et si pour revenir à Air Austral, si au niveau charge, ça passe pas, il faut faire des stops et tout, alors soit anaérobie, enfin, c'est pas simple du tout. Donc du coup, la conséquence de tout ça, c'est que le positionnement stratégique, là, au niveau Air Austral, au niveau long courrier, ils sont vraiment attaqués par French Bee. Et ce qu'ils avaient voulu développer au niveau régional, avec Air Madagascar, ça a un petit peu capoté. Donc là-dessus, c'est un petit peu inquiétant. Et de l'aveu même de la PDG de la compagnie, en fait, ils n'étaient pas d'un optimisme démesuré pour la suite. Alors, Air Canin, c'est pareil. Air Canin, ils sont pas super bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision qui a été prise, lourde de conséquences pour la compagnie, c'est que ils ont isolé l'île, tout simplement pour des raisons sanitaires. Ça veut dire que là, ce n'est pas de trafic régulier avant l'été prochain. Donc là, ça fait vraiment très très mal. Et en plus, il y a toujours la problématique, c'est que pour aller en Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, avant, c'était par le Japon, par Tokyo, par Osaka, je crois aussi il y avait aussi Séoul, mais ça, je crois qu'ils l'ont arrêté. Et du coup, mais c'est pas eux en fait qui acheminent les passagers jusqu'en Asie. Donc pour eux, quelque part, c'est la double peine parce qu'ils n'ont pas de vol d'apport, ils n'ont pas de vol d'emport, pas de possibilité de faire des lignes régulières. Donc là, pour moi, ils sont dans une situation qui est très très loin d'être simple. Et déjà, ils ont tiré la sonnette d'alarme au mois d'août pour dire voilà, là, on va commencer à avoir vraiment un problème, quoi. Donc encore une fois, là, il va falloir voir qui sont les actionnaires majoritaires. Alors, majoritaire, pardon, je crois que je ne sais plus si le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou collectivité territoriale, bref, il va falloir qu'ils se positionnent à un moment donné, sinon ça risque de ne pas bien se finir cette affaire. Alors, concernant la Caraïbes et French Bee, alors j'avoue que si j'avais de l'argent à mettre dans les actions, c'est peut-être chez eux que je regarderais un petit peu quand même. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, Air Caraïbes, ils sont sur un réseau quand même pas mal axé France-Antilles, qui bien sûr a été réduit du fait de la crise, mais si vous voulez, on n'est pas sur du Paris-New York ou du Paris-Tokyo où là, il n'y a quasiment plus rien qui vole, quoi. Voilà. La flotte, elle est assez cohérente, il y a pas mal de 350. Il doit y avoir du 330 aussi chez French Blue, je crois. La structure de coût est assez bonne chez French Bee. Ils ont réussi quand même à sortir un produit pas cher avec une structure de coût pas chère. Donc, s'ils veulent se positionner en termes de low cost long courrier, ça vaut quand même peut-être le coup de voir un petit peu ce que ça peut donner. Juste le truc auquel il faut faire attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça fait quand même pas mal de monde pour le même réseau. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, si vous avez sur le Caraïbe Océan Indien, Air Caraïbes, French Bee, Air Austral, Air France, Corsair et tout, si tout le monde fait les billets à 200 €, c'est comment ça va se passer, quoi. Voilà. Air Corsica.
Alors Air Corsica, eux, ils n'ont pas eu de chance non plus. L'an dernier, ils ont eu pas mal d'intempéries. Il y a eu des inondations assez fortes à Ajaccio, les pistes inondées, les ATR à moitié sous l'eau. C'était pas beau à voir. Eux, quand même, malgré ça, ils sont sur un marché un peu de niche. Et ils ont une flotte qui est pas mal. Ils ont pas mal d'ATR 72, euh, qui pour moi est très adapté aux spécificités de l'île. Alors, si parmi entre vous, il y en a qui ont volé en Corse, bon, vous savez que les terrains corse, alors autant Ajaccio, c'est facile, Bastia, c'est facile. Par contre, si vous voulez vous poser à Calvi, Figari, bon courage. D'ailleurs, je crois qu'il y a des lâchers ou des qualifications spécifiques de sites, pour que je vérifie, assez importantes. Donc, eux, effectivement, la flotte est pas mal. Les ATR, c'est quand même des avions qui sont un peu 4x4, qui peuvent passer un petit peu partout, qui sont pas très chers à exploiter, qui consomment peu, puisqu'on est sur du turboprop, hein, pas sur du réacteur, et surtout qui vont émettre beaucoup moins de CO2. Donc, dans la volonté, en tout cas au niveau politique et général, de réduire les émissions de CO2, ils sont déjà pas mal. Ce qui plus est, ça se complète par, je crois, ils avaient des 320, mais je crois que maintenant ils ont du Néo. Donc au niveau flotte, c'est pas si mal que ça. Il faut juste qu'ils fassent gaffe, à mon sens, à l'âge de leurs ATR. Je pense que certains ils commencent à être un petit peu âgés. Même si l'été a été très difficile pour eux, bon, c'est quand même pas impossible d'aller en Corse. Là, encore une fois, on n'est pas sur du Paris-Tokyo, tout ça. Aller en Corse, ça reste quand même jouable. Euh, L'actionnaire majoritaire, c'est la collectivité territoriale de Corse, si ma mémoire est bonne. Je ne me fais pas trop souci pour qu'ils puissent redonner un peu de main à la compagnie si jamais il y a vraiment des soucis. Enfin, je pense qu'ils peuvent compter sur le soutien. J'imagine très très mal les Corses dire ah, non, non, mais nous, la compagnie Corse, on arrête. Enfin, je ne l'imagine pas un instant. Et puis enfin, il y a obligation de service public, hein, je crois, ce qu'on appelle le bord à bord entre Marseille-Corse, Nice-Corse et tout. Donc ça, quelque part, ça reste un petit peu valeur sûre. Concernant Air France, je vous ai parlé tout à l'heure de l'évolution du conseil d'administration. Il faudra voir effectivement dans 2 ans, quand les droits de vote auront doublé, comment ça se passe. Alors, ce qui s'est dit dans ces derniers mois et ces derniers jours, c'est qu'effectivement, la marque Air France, ils veulent la positionner définitivement plutôt au niveau haut de gamme. Voilà. Quand Matt Smith est arrivé, il s'est ému du fait qu'il y ait beaucoup de marques. Il dit, oula, il y a Air France, il y a Joon, il y a Hop, il y a Transavia, il a dit, mais moi, je ne m'y retrouve pas là-dedans. Il a demandé quel était le positionnement stratégique de Joon. Ça, c'est enregistré, donc je ne vais pas dire la réponse, mais dans l'idée, il a dit, voilà, Joon, je ne sais pas à quoi ça sert, donc j'enlève. Du coup, il a dit, voilà, moi, je veux une stratégie claire, je veux une flotte qui soit plus simple, et je veux des produits Solvol qui soient plus simples, et je veux une stratégie de marque qui soit plus simple. Donc, la marque Air France, à proprement parler, clairement, l'objectif, c'est de la mettre en premium. Alors, conséquence, évolution des produits vol. Alors, la première classe. Alors, j'aurais dû l'enlever ça par rapport à ce qui s'est dit ces derniers jours. Il s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'il faut continuer à faire des premières classes dans les vols Air France ou pas? La première classe, c'est le produit qui génère le plus de marge, clairement. Mais c'est un produit qu'il faut remplir, hein, tout simplement. Il y a beaucoup d'investissements en termes de cabine, de personnel et tout. La difficulté qu'il y avait à un moment donné, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui prenaient des billets primes. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'ils ont un peu durci les règles pour prendre des billets primes en première. Mais a priori, si on est en cohérence avec la stratégie premium voulue pour la marque Air France, c'est un produit qui va rester. Et même peut-être être renforcé d'ailleurs. Ensuite, il se pose la question des pré-postes acheminement. Pourquoi vous habitez à Toulouse et vous voulez aller à New York en première classe parce que vous avez l'entreprise est généreuse ou vous avez les moyens, etc. Alors, Toulouse, ce n'est pas un bon exemple, j'aurais dû vous dire plutôt Biarritz. Pourquoi? De plus en plus, on va avoir des lignes Transavia France sur la métropole pour monter à Paris. Donc, du coup, là, il va y avoir un casse-tête. Pourquoi? Parce que Transavia, en fait, il se positionne sur un segment loisir, clairement, sur du truc pas trop cher, sympa, correct, mais malgré tout un peu low cost. Et effectivement, la question épineuse qui va se poser, c'est comment vous faites pour que le trafic business ou première, il monte à Paris sur Transavia France,
qui se veut quand même tourner stratégiquement loisir, et derrière voyager en business. Alors là, il va y avoir un sac de nœuds à résoudre. Et également, ce qu'il va falloir se poser comme question, c'est est-ce qu'il va y avoir des coopérations avec le ferroviaire? Alors, Air Caraïbes, par exemple, eux, ils utilisent déjà, je crois, TGV Air, qui permet justement à des gens de pouvoir monter en train à Orly pour pouvoir prendre leur vol sur Air Caraïbes. Alors, pour la France, là, il va y avoir un petit souci, c'est que la plupart des vols long courriers d'Air France, ils partent de Roissy. Sauf qu'en fait, quand vous habitez dans le sud de la France, vous allez mettre, je ne sais pas moi, 2-3 heures, 2 heures et demie maximum, pardon, vu la nouvelle réglementation, pour monter vers Paris. Seulement, voilà, problème, c'est que quand vous arrivez en TGV au sud de Paris, vous arrivez à Massy. Et le temps, grosso modo, hein, si je grossis le trait volontairement, le temps que vous allez à Massy, c'est quasiment égal au temps que vous allez prendre pour aller faire Massy-CDG en train, parce que le TGV, en fait, il fait tout le tour. Et là, on perd un temps énorme. Donc là, il va y avoir aussi des sérieuses questions à se poser pour pouvoir satisfaire le client. Enfin, les défis écologiques, Air France, quand même, s'inscrit pas mal donc dans Corsia. Vraiment, il voulait être, avant la crise, précurseur en la matière. En tout cas, vraiment se positionner pour être en faveur de la réduction des émissions de CO2. Alors évidemment, je pense que là, on va suivre comme il est sur le feu. Y aura-t-il un projet de loi sur l'écotaxe? Comment? Sur quel montant? À partir de quand? Et tout. Voilà. Donc bien sûr, il y a eu des aides qui nous ont beaucoup servi. Hélas, insuffisantes pour le moment. Mais voilà, j'imagine que le conseil d'administration d'Air France prendra tous ces enjeux en compte suite au renforcement par l'État. Les filiales aériennes d'Air France, alors, June, je vous en ai parlé, donc le positionnement n'était pas clair, ça a été arrêté assez rapidement. Pour ne rien vous cacher, sur Europe, je suis assez inquiet. Je suis assez inquiet parce que si Ben Smith il veut effectivement avoir une stratégie de marque simple et des flottes simples, sur Europe, historiquement, il y a quand même quelques petites difficultés. Déjà, Hop, c'est une compagnie qu'à titre personnel, j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est quand même le rassemblement de Brit Air, Regional Airlines, Airlinair. Alors, finalement, quelque part, comme c'est des identités régionales parfois fortes, chacun finalement a continué à un petit peu jouer de son côté. Et puis, hop, le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il y avait une flotte extrêmement hétérogène. D'ailleurs, dans le nouveau plan pour Hop, c'est justement réduire le type d'avion. Et non seulement il y avait une flotte hétérogène, mais en plus, il y avait deux autres soucis. Le premier, ça concernait les ATR Hop, donc anciennement Airlinair, qui avaient, on va dire, un taux de panne, hélas, assez élevé. Alors, ce que l'histoire d'ailleurs dit, c'est que je crois que ces ATR Hop Airlinair, ils ont changé de main, et depuis qu'ils ont changé de main, ils n'ont plus de problème. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y avait une malédiction ou quelque chose. Toujours est-il que l'idée maintenant, c'est de simplifier vraiment à fond la flotte, et je crois qu'ils veulent rester sur de l'Embraer. Une petite coïncidence quand même que j'ai notée, je ne sais pas si c'est dû au hasard ou pas. J'ai remarqué que finalement, ils vont rester sur de l'Embraer qui est pas mal exploité par Cityhopper, la filiale régionale de KLM, et coïncidence ou non, en fait, ils ont fait exactement le même nom. Pourquoi? Je ne sais pas. Les avions qu'il y avait avant, donc les Canadair, les CRJ, les CRK, au niveau coût opérationnel, c'est pas super bon. Malheureusement, c'est des avions qui coûtent assez cher à exploiter, et vis-à-vis des low cost qu'on peut trouver maintenant, même sur les lignes transversales françaises, c'est compliqué à rivaliser. Transavia France, alors la structure de coût, oui, elle est globalement maîtrisée, hein, en tout cas au niveau grand handling, PNC, siège, infrastructure, bon, là, ça ne passe pas trop mal. On sent quand même que le groupe il a envie d'investir dans cette compagnie. Déjà parce qu'il y a pas mal de livraisons d'avions qui sont prévues, donc suite à l'accord du syndicat des pilotes de ligne de pouvoir débloquer le nombre de coques exploitables par le groupe, avec un positionnement donc de plus en plus important sur les lignes domestiques,
Alors aujourd'hui, il y a Biarritz Orly, je crois qu'ils vont développer pas mal de lignes au niveau de Nantes. Et puis, quand même, Transavia France, c'est une compagnie qui recrute des PNC. Alors, ça mérite d'être signalé. Et vous voyez, moi, ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, grosso modo, on fait partir des PNC de chez Hop en plan de départ volontaire. Et à côté de ça, on recrute des PNC côté Transavia France, sachant qu'on est dans le même groupe, en fait. Voilà, donc ça m'a un petit peu interrogé. Enfin, la gestion des créneaux par la cohorte, c'est quand même assez important. Pourquoi? Parce que si, admettons, si Ben Smith avait dit, moi j'arrête Hop définitivement, mais j'ai pas encore la flotte nécessaire côté Transavia France pour pouvoir faire les lignes que faisait Hop. Effectivement, la nature ayant horreur du vide, si la cohorte, effectivement, il dégèle tout et que la règle qui consiste à dire si vous ne l'utilisez pas, vos créneaux, vous les perdez, s'il ne s'applique plus cette règle, dans ce cas, il y avait un risque pour que d'autres puissent rentrer. Alors moi, ce qui m'inquiète, et j'espère très 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 sincèrement avoir tort, ce qui m'inquiète, c'est pour le moyen terme côté Hop, c'est que si Transavia France, ils ont de plus en plus de coques avions suffisantes pour pouvoir supplanter les lignes côté Hop, voilà, ce sera à suivre de très près parce que là, je ne vois pas trop en termes de politique et de stratégie de marque pourquoi il ne réfléchirait pas sérieusement à tout simplement arrêter Hop sur le moyen terme. Air Tahiti Nuit. Alors, Air Tahiti Nuit, bon, eux, ça se passe relativement moyennement. Il n'y a pas trop de concurrence. Je vous ai parlé tout à l'heure de la concurrence sur les lignes Caraïbes-Océan Indien. Sur les lignes Paris-Papette, qui maintenant se font par Vancouver de mémoire au lieu de Los Angeles. Il n'y a pas trop de concurrents. Donc ça, c'est pas mal. Les lignes ont été relativement maintenues. Je crois que c'est Michel, mon voisin, le PDG de Air Tahiti Nuit, qui a rappelé récemment que on peut venir à Tahiti, il n'y a pas de problème. Il y a le prêt garanti par l'État qui, a priori, serait en train de se faire. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, alors serpent de mer ou pas, je me demande si effectivement, ils ne réfléchissent pas à faire des vols directs depuis Paris à moyen terme. Comme vous le savez, il y a eu des records qui ont été faits durant le premier confinement, en tout cas, de distance, d'heures de vol, tout ça. Et Air Tahiti Nuit, ils ont, je crois, fait un vol Paris-Papette en direct. Mais attention, il faut bien comprendre que si vous faites ça, c'est que vous avez le vent dans le dos, l'avion n'est pas chargé du tout, ça reste dans l'exceptionnel. Par contre, les technologies évoluant, ce qui était difficilement envisageable jusqu'à présent, peut-être pourra le devenir derrière. Et là, du coup, au niveau business, à mon avis, il y aura un coup à jouer. Pour une raison simple. Une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez un billet en classe éco, le moins cher, vraiment le moins cher, entre Paris et Papette, ça va coûter 1200, 1500 euros. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, vous avez un stop. Alors, soit à Vancouver actuellement, ou soit à Los Angeles, mais vous avez un stop. Donc finalement, vous allez payer 4 vols. Bon, imaginez que demain, vous vendez pour 1500 euros, non plus 4 vols, mais 2 vols. C'est quand même sacrément plus rentable. Voilà, donc eux, je m'inquiète un petit peu moins pour eux. Enfin, Corsair. Donc Corsair, effectivement, à ce que je sache, pardon, ils étaient très très mal en trésorerie à la fin de l'été. Donc l'aide, elle est tombée, mais vraiment, vraiment à pic. Ils ont bien joué en termes de flotte Corsair, parce qu'avant, ils avaient des 737, ils avaient les fameux Boeing 747, les 6 Exxon Sky. Maintenant, ils sont plus sur de la 330 et ils vont recevoir des A330 Neo. Et ça, pour moi, c'est finement joué de leur part parce que définitivement, l'A330 Neo, il a des soutes qui sont assez sympas, pardon. Ça permet de mettre pas mal de fret à l'intérieur. Et effectivement, je parlais de variables d'ajustement pour le fret au début de la présentation. Et ça, pour moi, ils vont vraiment pouvoir en jouer à fond. Alors voilà, j'en ai fini avec le tour un petit peu des différentes compagnies. Maintenant, on est dans un contexte social emploi extrêmement dégradé. Mais il y a quand même quelques pistes qui me paraissent intéressantes d'être explorées
pour nous, pour vous, alumni, pour pouvoir vraiment voir, allez, vers quel domaine on peut malgré tout essayer de se diriger dans ce contexte dégradé. Alors, moi, j'en ai identifié quelques-uns. Alors, ce que je vous dis là, c'est peut-être pas forcément valable que pour la France, mais peut-être parfois plus pour l'international. Alors, déjà, au niveau maintenance, je ne me souviens plus quelle filière ENAC se rapproche le plus de cela. Pour la maintenance, en fait, il y a des qualifications. En fait, finalement, c'est comme quand vous pilotez un avion, hein, il y a plein de qualifications différentes. Donc, elle est, je crois, B1, B2, etc. selon ce que vous faites. J'ai quand même remarqué qu'il y avait quand même encore pas mal d'offres d'emploi sur les ingénieurs qualifiés B2 en maintenance. Je sais que c'est une petite partie et que pour des gens qui sortent de l'ENAC sur une formation généraliste, ce n'est pas possible, en tout cas pas dans l'immédiat, mais il y a un coup à jouer là-dessus. Je vous ai parlé tout à l'heure de la data science, de l'importance des modèles de données qu'on va avoir pour la suite. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes, je le répète, si elles ont un bon modèle de données, alors au niveau opération aérienne, elles vont optimiser leur montée pour brûler moins de carburant. Elles vont optimiser leur route pour brûler moins de carburant en croisière. En revenu management, une compagnie qui maîtrise bien ses données, elle va vraiment pouvoir faire des prédictions en matière de survente, en matière de recettes unitaires, qui seront vraiment plus intéressantes. Bref, des business models sur les data, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, j'ai remarqué que les data scientists, c'était quand même une denrée assez rare sur le marché. Data scientist, il a quelques notions de base en informatique, il n'est pas non plus champion du monde en informatique, mais il a quand même quelques petites notions de base et il sait vraiment analyser des données pour dégager des tendances. Parce qu'un data scientist, il va dire, voilà, sur votre vol Paris Fort-de-France, par exemple, mais vous avez vu, si vous passez par là, là, là et tout, c'est peut-être ici tant de temps, tant d'argent, tant de carburant, etc., etc. Donc, si vous multipliez ça par l'ensemble des domaines d'une compagnie aérienne, vous obtenez des économies d'échelle très importantes. Et c'est pour ça que là, côté alumni, il y a un coup à jouer sur le data science côté vraiment compagnie aérienne constructeur, mais aussi il y a pas mal de startups qui rivalisent d'ingéniosité. Par exemple, l'an dernier à l'ENAC, il y a un gars qui est venu. Je vous donnerai sa startup. C'est très intéressant ce qu'il fait. Alors lui, en fait, il récupère des données et il dit aux compagnies aériennes, voilà, tel vol, tel terrain, telle condition météo et que sais-je, votre montée, qui est la phase du vol qui consomme le plus de carburant, comment vous devez la faire pour pouvoir vraiment économiser du carburant. Vous voyez, des idées comme ça, il y en a plein. Forcément, quand on est en dernière année des NAC, par exemple, on a souvent peut-être tendance à se dire, bon, alors, il y a Air France, il y a Airbus, mais en fait, surtout dans le contexte actuel, vous seriez surpris de savoir combien de startups parfois ont du mal à recruter. Certes en informatique, mais aussi parfois également côté transport aérien. Le fret aussi, c'est un domaine où il y a peut-être des coûts à jouer également. Alors, peut-être pas en France, hein, clairement, mais je pensais plus notamment tout ce qui est Hollande, Luxembourg et d'autres pays dans le monde où il y a un coût à jouer parce que bizarrement, le fret, ça fait parfois un petit peu moins rêver que le côté passager. Moi, l'intérêt que je vois dans le fret, c'est que finalement, c'est une petite compagnie aérienne au sein d'une compagnie aérienne. Tout simplement parce qu'en fret, vous devez gérer des opérations sol, des opérations vol, du revenu management, du commercial, spécialement dédié au fret. Donc, on apprend énormément quand on va travailler au fret. Au niveau offre d'emploi, j'ai quand même vu pas mal d'offres d'emploi sur le revenu management de fret. Encore une fois, ça fait moins rêver que le revenu management passager, mais il y a des compagnies qui continuent à recruter en la matière. La cybersécurité. Alors ça, s'il y a un métier où vous pouvez être quasiment sûr, à mon sens, de trouver du boulot, c'est vraiment celui-là. Un exemple tout bête, deux exemples tout bêtes. Premier exemple, Airbus, je crois qu'ils ont, alors je parle sous le contrôle des copains alumni d'Airbus, mais je crois qu'Airbus, ils ont continué à recruter en cybersécurité ces derniers temps. Si vous regardez les offres d'emploi de certaines grandes compagnies aériennes, alors je peux vous donner l'exemple de Qantas, par exemple, en Australie. Alors eux, pareil, vous voyez, en fait, ils ont malheureusement fait partir beaucoup de monde, mais au final, ils ont dit, bon alors, on a fait partir beaucoup de monde, mais alors, par contre, en data science et en cybersécurité, on va quand même continuer à recruter. Bon, ça veut dire que dans un contexte extrêmement dégradé, sur le core business, ça ne marche pas bien du tout, ils disent, non, mais cybersécurité, c'est super important. Mon petit doigt me dit que la cybersécurité va devenir un sujet d'actualité dans les semaines ou les mois qui viennent.
pour tout ce qui est transfert de vaccins d'un point A à un point B. Par exemple, je ne sais pas moi, deux pays qui s'aiment pas trop, par exemple l'Inde et le Pakistan, par exemple. Ok, est-ce que l'Inde a envie que le Pakistan puisse reprendre, sortir de l'eau de la crise rapidement parce que le vaccin est bien distribué, etc. Je ne sais pas. Question ouverte. Et inversement. Du coup, bah, si on veut, si par exemple les pays qui ne s'aiment pas trop n'ont pas envie que la reprise puisse se faire correctement, bah, une attaque un petit peu discrète et facile à faire, c'est justement des cyberattaques. Donc la cybersécurité, pour moi, elle avait déjà un rôle super important avant, et je pense qu'elle aura un rôle super important dans les mois qui viennent. Par exemple, je pense aux personnes qui sont filière EPL ou filière cadet pilote. Sachez que moi, j'ai vu des gens qui avaient leur ATPL en main, leur licence de pilote de ligne, qui parfois même pouvaient avoir leur QT, et ben, pas de compagnie aérienne n'était en mesure de les prendre. Donc, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus travailler à l'informatique d'Air France le temps qu'eux. Alors, pas forcément en direct, ou sinon en prestation par des boîtes de services, sur des domaines divers et variés. Et même si bah forcément c'est moins sexy que piloter des avions, bah, c'est des phases d'attente qui ne sont pas inintéressantes intellectuellement et où pour moi il y a peut-être un petit coup à jouer dans le contexte. Ensuite, pensez quand même au niveau reprise des marchés, ça va repartir de manière à mon avis très hétérogène. Regardez par exemple les marchés indiens et chinois, les pays qui ont des marchés domestiques quand même très importants. Alors, pas tous, hein, parce que je ne mettrai pas non plus les États-Unis dans le même panier, mais il y a des marchés qui vont partir beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc ça, je vous conseille de quand même vous renseigner sur les évolutions de trafic. Car un trafic qui repart, c'est des compagnies qui repartent, c'est des besoins qui repartent. Et pensez droit du travail dans le sens où bah, il y a des pays où se séparer de personnel, c'est hyper facile, ça se fait en quelques heures, merci, au revoir. Et d'autres pays où le droit du travail va être un petit peu plus protecteur, où ça va prendre des mois. Du coup, ces deux paramètres cumulés, bah, ça fait que surveillez bien au niveau même international ce qui se passe, parce que si vous avez un pays où ça repart fort, et si vous avez un pays où le droit du travail a fait que bah, ils ont fait partir des gens très rapidement, bah, ils peuvent en embaucher aussi très rapidement. Et pensez à un dernier truc aussi, c'est que je crois qu'il y a une exposition universelle du côté de, je ne sais plus, c'est Dubaï ou Abu Dhabi l'an prochain, enfin un des pays du Golfe. Je vois mal dans ces pays-là que ce soit un échec. Donc, à voir également sur certaines compagnies du Golfe où beaucoup d'expatriés ont été remerciés, comment ça va se passer derrière. Enfin, l'aviation d'affaires. On n'en parle pas souvent de l'aviation d'affaires. Et pourtant, c'est un secteur qui résiste mieux que bien à la crise, à mon sens, qui était quand même assez dynamique avant la crise et qui, pour moi, le reste beaucoup. Alors, c'est sûr, bon, bah, il n'y a pas de GP en aviation d'affaires, mais pour moi, c'est aussi un domaine où on est proche, vraiment proche du terrain, du client, et je pense qu'il va y avoir vraiment des coups à jouer. Parce que l'aviation d'affaires, ça va du 777 Corporate Jet au Cessna 8 places ou 10 places. C'est vraiment hyper varié. Donc voilà, surveillez bien le marché de l'emploi à ce niveau-là. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation. J'espère que vous avez pu apprendre 2-3 trucs. Donc maintenant, je vais vous proposer de partager une phase d'échange et répondre à vos questions.